Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de la Fondation contre le cancer. Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur le cancer de la peau. Le cancer de la peau, c'est le cancer qui est le plus fréquent dans le monde et en Belgique. Environ 40% de tous les cancers découverts aujourd'hui sont un type de cancer de la peau. Ce sont également les seuls cancers qui sont en augmentation significative au cours des 20 dernières années et une alarmante progression qui devrait se poursuivre malheureusement pour les 10 années à venir. Il y a donc beaucoup à faire, beaucoup à dire et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en discuter. Vous êtes nombreux à avoir marqué votre intérêt pour suivre cette session ou pour recevoir le lien de rediffusion et la regarder ultérieurement et on vous en remercie déjà. Alors par l'organisation de ces webinaires, la Fondation contre le cancer souhaite à la fois vous donner l'occasion d'en savoir plus sur les différentes thématiques du cancer et sur ses actions, vous donner également l'occasion de connaître mieux et de comprendre les enjeux de la prévention et enfin de découvrir les coulisses de la recherche contre le cancer et des progrès réalisés. On a aujourd'hui le plaisir d'accueillir pour parler de tout ça le docteur Véronique Leray, qui est directrice médicale à la Fondation contre le cancer et qui fera une introduction sur le sujet en parlant de dépistage. On aura ensuite le docteur Lieve Brechier de l'UZ Gand, qui est également au Cancer Research Institute de Gand et qui nous parlera, elle, des aspects cliniques. Et enfin, le professeur Bernard Gallet de l'UCL Louvain, qui nous fera part des différentes avancées et des espoirs de la recherche en matière de diagnostic. Alors avant de passer aux présentations de nos orateurs, quelques petites informations pratiques concernant les questions. Nous avons reçu beaucoup de questions via l'inscription via mail et on vous remercie déjà pour cet intérêt. On essayera de faire en sorte d'en traiter un maximum, mais voilà, on n'aura peut-être pas l'occasion de tout traiter. Pour les questions qui resteraient ici sans réponse, on vous propose de consulter Cancer Info au 0800 15 801 et là vous trouverez en principe les réponses aux questions qui seraient restées sans réponse ici. Voilà. Eh bien, Véronique, c'est à vous. Bonsoir. Alors, je vais vous faire un petit topo sur les chiffres, les facteurs de risque et la prévention concernant les cancers de la peau, au pluriel. Et donc, on sait qu'on est confronté à une épidémie de cancer de la peau. Le cancer de la peau, tout type de cancer de la peau confondu, c'est quand même 40% de tous les cancers, c'est donc numéro 1. Et il y a un Belge sur 5 qui va développer un cancer de la peau avant ses 75 ans. Alors, il y a différents types, on y reviendra plus tard. Le basocellulaire étant le plus fréquent, le mélanome le moins fréquent, mais aussi le plus agressif. Et donc, il faudra nuancer, mais ça, les orateurs suivants vous l'expliquera. Et chaque année, on a environ 500 décès liés au cancer de la peau. Et donc, c'est quand même un nombre important qu'on a vraiment envie de diminuer à la Fondation contre le cancer. Alors, par rapport aux autres pays dans le monde, la Belgique a une forte incidence de nouveaux cas de cancer de la peau. On est 6e. Et donc ça, c'est vraiment pas un chiffre dont on est très fier. Et ça aussi, par nos messages de prévention et par les fonds que nous octroyons à des projets de recherche contre le cancer, nous espérons que ce chiffre de 6e position va changer dans le futur. La mortalité et la survie, on y reviendra plus tôt. On sait que la mortalité est relativement stable, mais il y a des nuances, on y reviendra. Et mon message le plus important, c'est au plus tôt on diagnostique un cancer de la peau, ici un stade 1 en bleu clair, au plus élevé est la survie. Au plus de chances on a de continuer à vivre et de ne pas succomber à ce cancer. D'où le message important de se dépister dès qu'on a un doute et on vous donnera les éléments nécessaires pour pouvoir identifier ces cas douteux. La moins bonne nouvelle, donc une personne sur 5 va développer un cancer de la peau. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, il y a carrément un doublement tous les 10 ans du nombre de cancers de la peau en Belgique. Et ça ne nous met pas du tout à l'aise et donc on va continuer à transmettre les messages de prévention. Ce qui fait qu'en fait, nos médecins généralistes, nos dermatologues ici présents et nos chirurgiens plasticiens vont avoir beaucoup de travail dans le futur. Et on a calculé par projection, vers l'année 2030, il y aura
plus de 100 patients par médecin et plus de 700, presque 800 patients par hôpital. Ça veut dire qu'il y aura une surcharge de travail, un risque de délai avant d'être reçu et donc d'avoir un diagnostic posé. Et donc, on a la crainte de voir plus de stades évolués de cancer de la peau plutôt que des stades précoces au moment du diagnostic. Alors, la Fondation contre le cancer a demandé à Ipsos de faire une enquête qui a lieu déjà depuis 2011 et qui a lieu tous les 2 ans, pour un peu comprendre comment évolue l'attitude du Belge par rapport au soleil et à la protection contre le soleil, contre les coups de soleil. Alors, je ne vais pas être très extensif, mais un chiffre qui est ennuyeux, c'est qu'on voit que quand même chaque année, et en 2021, 9% des plus de 1000 personnes qui ont été interviewées confirment qu'ils ont eu des brûlures importantes suite à une exposition au soleil. Alors, ce qu'on a aussi pu constater, c'est que dans les messages de prévention, en 2021, on voit que le Belge, il utilise pas mal de crème solaire. Ça, c'est super. Il se protège, il se met à l'ombre dans 1 cas sur 2. Et parmi ceux qui sont interviewés, le truc qui nous inquiète vraiment fort, c'est que porter des vêtements pour se protéger du soleil, c'est pas tellement in, c'est que 20% des personnes. Et les lunettes solaires, c'est pas du tout à la mode pour ces 1000 personnes. C'est 4% des personnes qui songent à se protéger du soleil en mettant des lunettes solaires. Et pourtant, il y a des cancers de l'œil qui existent et qui sont provoqués par le soleil. Et donc, ça reste important de se protéger du soleil au niveau oculaire. Et donc, la conclusion, c'est qu'en fait, le Belge est relativement bien informé, mais est moins au courant des conséquences du soleil à long terme. Et la population spécifique qui prend quand même pas tellement de précautions, c'est les 16-24 ans. On a vu que pendant la période Covid, les 16-20 ans n'hésitaient pas à voyager au soleil et se protégeaient un peu moins bien que les autres. Et donc ça aussi, c'est un point d'attention. Alors, au niveau de satisfaction des informations, c'est moyen. Et par contre, on évite moins le soleil, mais on met plus de crème. Ça, c'est l'évolution sur les dernières années. Et donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça nous permet aussi d'axer nos messages de prévention. Alors, qui est à risque de développer un cancer de la peau? Alors, il y a pas mal de facteurs de risque, mais le principal, dans 9 cas sur 10, le cancer de la peau est lié à une exposition aux ultraviolets et est aussi lié au profil personnel. Alors, le profil personnel, on appelle le profil personnel par rapport à la peau exposée au soleil le phototype. Et donc le phototype de 1 à 6, 1 étant des personnes où 1, 2 c'est comme moi, c'est-à-dire on est roux, on a des taches de rousseur, une peau claire. Le stade 6 c'est quand on est plutôt d'origine d'Afrique centrale, avec une peau bien foncée, qui protège un peu plus contre le soleil. Par contre, les cancers de la peau, ça existe aussi chez les personnes à peau plus foncée. L'hérédité, on a 2 à 3 fois plus de risques d'avoir un mélanome ou un cancer de la peau quand un proche est touché par un mélanome. Le tabac augmente le risque. On sait que le tabac, c'est le facteur qui augmente le plus le risque de tout cancer, mais il est aussi lié au cancer de la peau. Évidemment, si on a beaucoup de taches de naissance sur tout le corps, c'est un facteur de risque. Il y en a un deuxième, c'est le soleil. Alors, le soleil est composé de 3 types de rayonnement, les UVA, les UVB étant ceux qui provoquent les cancers de la peau. Les UVA pénètrent profondément dans la peau, touchent le tissu élastique, les fibres élastiques, et donc sont responsables du vieillissement de la peau, des rides, etc. Et les UVB sont plus superficiels, mais eux engendrent, avec les UVA, des transformations de l'ADN des cellules et donc peuvent engendrer des cancers. Et au plus tôt dans la vie, on a eu des coups de soleil. Les jeunes enfants, quand ils ont eu un coup de soleil important, le risque de cancer augmente de 60%. C'est donc important. Et un des outils qu'on utilise, une des choses qu'on essaye de promouvoir, c'est absolument pas de bancs solaires. Les bancs solaires ne préparent pas la peau au soleil. Les bancs solaires sont très intenses par rapport aux UVA. C'est un cancérigène prouvé par le CIARC, le Centre international de recherche contre le cancer, qui fait partie en fait de l'Organisation mondiale de la santé. Et
dès qu'on l'utilise, on augmente son risque. Et si on l'utilise avant 35 ans, on n'augmente pas de 60%, mais de 87% le risque de cancer. Et nous essayons absolument de bannir les bancs solaires. Donc si on veut être positif, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le risque d'avoir un cancer de la peau? Alors c'est de rester à l'ombre quand le soleil est intense. Alors on dit 12-15, mais par exemple aujourd'hui j'ai vérifié, l'indice UV était de 7 à 8 et on conseillait de rester à l'ombre entre 9h50 et 17h20 aujourd'hui parce qu'il était très intense. Porter des vêtements couvrants, des lunettes solaires, un chapeau, c'est important. La crème solaire, il faut en mettre beaucoup pour être protégé, c'est jamais suffisant, mais c'est très bien de le faire. Et regardez sur votre tube, avoir un indice de protection de 30 à 50, c'est ce qu'on conseille, et plutôt 50 que 30. Et se remettre de la crème toutes les 2 heures, et si on va nager, si on transpire, si on fait du sport, plus fréquemment. Alors on fait attention aux jeunes enfants, ça en Belgique ça va relativement bien et on évite les bancs solaires. Et donc pour terminer, j'aimerais vous toucher un mot concernant une campagne que nous avons lancée le 9 mai de cette année-ci. Je vérifie l'indice UV. C'est une application que vous pouvez installer sur votre téléphone et le site pour aller voir l'index, c'est uv-index.be. Et on a des panneaux d'affichage qui, à partir du moment où l'indice UV est de 3 ou plus, ces panneaux se mettent en route parce qu'en fait, à partir de 3, il faut se protéger du soleil. Et le slogan, c'est ombre, vêtements, crème solaire. Donc, protégez-vous. Ça, c'est la campagne de cette année-ci, mais il y en a d'autres qui durent depuis beaucoup plus longtemps. C'est l'éducation aux jeunes enfants. Et sur notre site cancer.be, il y a moyen de commander toute une série de matériels et de jeux didactiques pour apprendre à ce que c'est le soleil, qu'est-ce que sont les UV, comment se protéger, que faut-il faire, etc. C'est un outil qui est très pratique. Je pense que cette année-ci, plus de 1000 écoles ont commandé ce matériel-là. Et donc, c'est vraiment un système éducatif et amusant. Et pour finir, pour ceux que ça intéresse, il y a des brochures de prévention. Et alors, il y a quelque chose qu'on a sorti cette année qui est vraiment chouette. C'est les cancers de la peau, mythes ou réalité. 11 mythes qu'il faut absolument casser. Et donc ça, c'est même intéressant de le consulter en ligne pour être un peu plus informé des choses qui circulent et qui sont de fausses informations. Fake news, comme on dit à la mode. Donc je vous remercie pour votre attention et je recède la parole à Sophie. Merci beaucoup Véronique. Je rappelle que la Fondation contre le cancer est vraiment très active ici dans le cadre de sa seconde mission, à savoir la prévention en fait. Et donc en communiquant aux médias, en informant les gens, en mettant des informations sur notre site et sur nos réseaux sociaux, évidemment en faisant des campagnes comme celle que vous venez de citer, donc à la fois l'UV Index et futé au soleil, eh bien voilà, ce sont différents moyens qu'on met en œuvre et c'est vraiment très très important qu'on puisse taper sur le clou de la prévention. Et donc voilà, on va maintenant céder la parole à Dr Brochier. Bonsoir, c'est à vous pour nous parler plutôt alors des aspects cliniques du cancer de la peau. Oui, merci. Donc je vais, comme dermatologue, je vais vous parler des aspects cliniques du cancer de peau. Et ça contient aussi la diagnostic, le traitement, le dépistage, vous allez voir. Donc si on dit cancer de la peau et on regarde le tout 100 personnes, on voit qu'il y a des subtypes. Environ 90% ce sont des types non mélanomes et environ 10% ce sont des mélanomes. Donc il y a des différents types. Si on veut être très précis, il y a aussi des cancers de peau rares, mais on ne va pas en discuter. Je les mentionne, carcinome de Merkel, angiosarcome. Ce sont des types qui sont très rares, donc ils ne sont pas dans le contenu de cette présentation. Si on regarde les subtypes, comment les distinguer? Ça a à voir avec les couches de l'épiderme ou les
le cancer se développe en fait. On a l'épiderme, le tissu connectif, le tissu adipeux, et normalement c'est dans l'épiderme qu'il y a beaucoup de cellules épithéliales, et les cancers de peau non mélanomes se développent ici dans les cellules épithéliales, tandis que les mélanomes se développent dans les cellules pigmentées, les mélanocytes qui sont aussi dans cette couche de la peau, de l'épithèle. Donc, on peut comprendre là que les mélanomes seront des lésions pigmentées qu'on voit sur la peau. Et puis, dans les non-mélanomes, on fait la discrimination entre les basaux et les spinaux, carcinome basocellulaire, on dit, et carcinome spinaux au carcinome squameux. Ça, c'est à voir avec la couche exacte où le baso se développe dans la couche basale de l'épithèle, et puis les spinaux se développent un peu plus haut dans le stratum spinosum, et c'est comme ça que le nom de spinaux a résulté. Il n'y a pas de quoi que les rayons UV et le soleil aient une cause pour tous les types qu'on a discutés et qu'on a montrés. Et c'est pour ça que les peaux claires, vous avez déjà entendu, sont plus vulnérables pour les effets négatifs des rayons UV, comme la brûlure, vieillissement de la peau, cancer de peau. Mais ils sont aussi plus vulnérables pour les effets positifs des rayons UV, comme le vitamine D. Donc, les phototypes clairs sont moins protégés contre les rayons UV. On a fait la recherche, si on ferait une bonne protection, comme marqué ici, et si on ferait un banc solaire, on peut éviter en fait dans 50 années 4000 morts, 2 fois 4000 morts en Belgique à cause de cancer de peau. Donc ce sont quand même des chiffres qui sont hauts. Je vous présente quelques images cliniques de basaux. Ce sont des taches érythémateuses qui se grandissent très lentement, qui parfois donnent des petites ulcérations qui ne guérissent pas très bien, et puis, ou des boutons qui sont nouvelles dans des adultes qui se développent de nouveau. Et puis les spinaux sont plutôt des boutons qui sont indurés et qui peuvent se ulcérer dans une deuxième phase. Mais vous voyez, ce sont des boutons indurés qui ne semblent pas tout à fait normaux, donc on peut les discriminer. Et puis, le mélanome, c'est une lésion pigmentée qui est souvent remarquée par l'asymétrie. Ce sont des lésions qui sont asymétriques, qui ont un bord qui est irrégulier, comme ici, qui ont des multiples couleurs, qui sont plus grands que des grains de beauté et qui s'évoluent, qui grandissent très lentement. Donc, la ABCDE règle, en fait, compris ces caractéristiques dont on peut reconnaître le mélanome. Il y a aussi le vilain canard, ça veut dire une lésion qui frappe dans l'œil, qui est autre que les autres. Vous voyez ici une personne avec des grains de beauté, mais ce grain ici, cette lésion ici est remarquable, il est plus foncé, plus grand. Autrement, il y a des névis ici, il y a une lésion qui est plutôt érythémateuse, qui est moins grand que les autres. C'est aussi le vilain canard en fait. Et puis des personnes qui n'ont pas beaucoup de lésions, mais une lésion frappe dans l'œil, c'est aussi quelque chose qui est à considérer. Si on a une tumeur primaire comme un cancer de peau, la solution va être de faire la chirurgie et puis on fait un examen sous la microscope et ça confirme le diagnostic, en fait, ça donne la certitude, mais c'est aussi le traitement, l'étape dans le traitement le plus important.
Parfois, des cancers de peau peuvent faire des métastases lymphatiques. Ça veut dire qu'il y a une dissémination via les vaisseaux lymphatiques et qu'on a une maladie loco-régionale en fait. Donc, par exemple, s'il y a un cancer de peau sur le bras, on a les ganglions de l'axillaire qui peuvent être atteints. On voit ça dans le cas de mélanome et dans le cas de spinaux, pas dans les basaux. Là, on a encore une maladie loco-régionale, donc là aussi, la chirurgie va être la thérapie de préférence. Et puis, la dissémination via les vaisseaux sanguins est aussi possible, surtout dans le cas de mélanome. Là, des autres organes sont atteints, comme les poumons, la foie. On ne parle pas de cancer de poumon dans ce cas. On parle d'une mélanome qui a disséminé, qui a donné des métastases dans les poumons, dans la foie, dans le cerveau, par exemple. On voit ça avec mélanome, on peut le voir avec le spinot, mais plutôt dans des gens qui sont immunosupprimés. Et le baso, là, c'est rapporté, mais c'est très, très rare, donc c'est très exceptionnel dans ce cas. Là, on peut comprendre que la chirurgie ne sera plus une solution parce qu'il y a plusieurs lésions. Donc, il faudra l'immunothérapie ou la thérapie ciblée. Comment il travaille? La thérapie ciblée va faire une inhibition sur les mécanismes que le tumeur utilise pour grandir, pour faire la croissance, pour la prolifération. Donc là, on va faire un bloc sur ces mécanismes-là, tandis que l'immunothérapie va stimuler les cellules immunitaires de faire une attaque vers les cellules tumorales. Comme ça, on peut traiter les cancers de peau qui sont disséminés dans des autres organes. On voit au bout du temps que la survie de mélanome a amélioré et c'est surtout causé par la détection précoce. Ça veut dire, si on voit ici dans cette figure, excusez-moi. Dans cette figure, vous voyez au cours du temps que les stades locaux, c'est les barres bleues et verts, ont graduellement augmenté. Ça veut dire les stades très précoces, tandis que les stades plus avancés, comme le orange et le rose, ont diminué au cours du temps. Et on voit ça dans la survie. Donc, on a déjà une détection plus précoce que quand on compare avec 50 années passées. Mais comment réaliser? Donc, la détection précoce est en fait notre plus bonne chance d'avoir une bonne survie. Comment réaliser une détection précoce dans la population générale? Il y a des gens qui sont à haut risque pour développer un cancer de peau. Ce sont des gens avec une histoire personnelle de cancer de peau ou une histoire familiale de mélanome, beaucoup de névi. Là, il n'y a pas de question que ces personnes ont besoin d'un suivi dermato systématique. Mais, et on a beaucoup d'instruments pour faire ça et pour faire la détection de mélanome dans ces patients. Mais il y a la population à risque normal, et c'est la plupart de la population générale. Là, on a montré que les screenings systématiques n'est pas rentable. Donc, le dépistage, un skin check chaque année n'est pas rentable. Donc, on cherche des autres options. Et là, on a l'expérience à Gand, si on a une lésion avec des signes d'alerte, comme j'ai déjà mentionné,
que là, il faudra une consultation urgente. Et là, on a vu, dans ce cas, on a une détection de cancer de peau de 13% dans ces consultations, tandis que si on fait un dépistage de cancer de peau dans la population générale, normalement, on mentionne en 1 ou 2% de détection. Donc, on voit qu'avec cette consultation, on a un taux de cancer de la peau élevé. Et puis maintenant, on est en train de chercher si les apps qui disent qu'ils peuvent détecter des lésions suspectes, on pourrait les utiliser dans la population pour détecter, pour avoir un diagnostic précoce. On voit que les apps qui sont mentionnées sur le site web du gouvernement, quand même, ne sont pas parfaits à ce moment, mais cette étude est encore en courant et on va rapporter les résultats et aussi faire le message au gouvernement comme les résultats sont à la fin. Donc là, concernant les aspects cliniques, donc je retourne au modérateur. Merci beaucoup, Dr Brochet, c'était très intéressant et très clair. Nous allons maintenant, à travers la présentation de notre prochain invité, montrer un volet de la première mission de la Fondation contre le cancer, à savoir le financement de la recherche scientifique. Et c'est fondamental pour les personnes qui nous suivent, parmi lesquelles il y a de nombreux donateurs, de voir comment leur soutien peut vraiment faire la différence. On en profite d'ailleurs au passage pour les remercier chaleureusement d'être à nos côtés et de continuer à nous soutenir. Voilà, professeur Gallet, c'est à vous. Oui, bonsoir. Donc, dans cette présentation, je vais essayer d'illustrer une approche de recherche essentiellement technologique et voir un petit peu sa place dans une aide au diagnostic précoce du mélanome. Alors, je vais très rapidement repartir de la démarche actuelle qui va des signes alarmants à la prise en charge, essayer d'insister sur un des défis qui est en fait l'accélération de la prise en charge des mélanomes avancés, et puis j'illustrerai un des projets de recherche qui a été financé par la Fondation en essayant de le placer par rapport à d'autres technologies innovantes et, comme mentionné juste avant, les potentialités du diagnostic assisté par ordinateur. Alors, vous l'avez vu dans la présentation précédente, il y a des signes d'alerte visibles à l'œil nu qui peuvent alerter les patients, tels que la règle ABCDE pour la symétrie, les bords irréguliers, la couleur variée, le diamètre et le caractère évolutif. Et on vous a montré les exemples du vilain petit canard. Donc c'est cette lésion qui paraît un peu différente par rapport à d'autres existantes ou un spot isolé. Alors, sur cette base-là, avec ces signes d'alerte, s'il y a une consultation dermatologique, eh bien, le dermatologue va procéder le plus souvent à un examen par dermoscopie. Donc, dans ce cas-là, il va utiliser un petit dispositif de manière à analyser la lésion et en particulier ces structures de l'épiderme et la jonction entre le derme et l'épiderme. Et en fait, ce que le dermatologue va rechercher, eh bien, ce sont des caractéristiques particulières, non visibles directement à l'œil nu, mais telles que un réseau pigmentaire atypique, certaines couleurs qui peuvent être la signature de mélanome, de mélanine située bas dans les couches, réseau vasculaire atypique, etc., etc. Et donc, sur base de cet examen, eh bien, une lésion peut être suffisamment suspecte pour que l'on décide de son ablation, de son excision, en vue de poser le diagnostic définitif. Donc ça, comme cela vous a été montré, c'est une analyse du tissu par ce qu'on appelle l'histologie. Ça va permettre de confirmer ce diagnostic, mais une des informations importantes lors de ce diagnostic, ce sera ce qu'on appelle l'épaisseur de Breslow, c'est-à-dire la distance entre le haut de la lésion et les couches les plus basses qui contiennent les cellules de mélanome.
Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette épaisseur de Breslow? Parce que en fait, c'est une signature de l'état d'avancement du mélanome. En effet, si on a en fait une lésion qui est restée dans les couches supérieures de l'épiderme, eh bien, en fait, ce sont des lésions de bas grade, de très bon pronostic. Au contraire, plus l'épaisseur de Breslow est importante, donc plus cela envahit l'épiderme, eh bien, plus il y a un risque de dissémination vers les ganglions lymphatiques et éventuellement vers les autres organes. Alors, comme ça vous a été mentionné, mais je me permets d'insister là-dessus, eh bien, plus vous prenez la lésion à un grade peu élevé, plus vous avez des chances d'être totalement guéri. Il y aura un suivi, mais il n'y aura pas de conséquences au long terme. Au contraire, si vous avez une lésion qui a déjà été envahissante, si on intervient très tard, eh bien dans ce cas-là, le pronostic est nettement moins bon pour le patient. Alors, comme ça a été mentionné également, il est important de constater qu'en Belgique, la majorité des lésions qui sont détectées sont celles de bas grade et il y a uniquement une petite proportion de haut grade avec un mauvais pronostic. Alors, comment va réagir le corps médical si l'épaisseur de Breslow est importante, donc si elle est supérieure à 0,8 mm? Eh bien, souvent, on va devoir procéder à une seconde chirurgie, simplement pour élargir les marges de résection. Ça va être aussi la prise de décision pour rechercher des métastases ou des cellules tumorales au niveau des ganglions, peut-être après avoir réalisé une lymphoscintigraphie, et de l'imagerie complémentaire. Alors, quels sont quelques défis du diagnostic précoce du mélanome? Eh bien, on a insisté dans les exposés précédents sur l'explosion du nombre de cas et donc sur le fait que le corps médical ne pourrait éventuellement pas suivre. Et donc, il est important de pouvoir améliorer ce diagnostic précoce et de sensibiliser, d'insister pour la formation continue des médecins généralistes pour référencer uniquement de manière pertinente les cas les plus suspects auprès du dermatologue. À côté de cela, on peut essayer d'améliorer la spécificité du diagnostic. En effet, eh bien, il y a pas mal de lésions excisées qui, heureusement, sont bénignes. On a, selon l'expertise des dermatologues impliqués, eh bien, un mélanome qui est détecté pour entre 4 et 6 lésions excisées. Et puis, autre chose qui pourrait être important, c'est accélérer la prise en charge d'un mélanome qui est déjà avancé, puisque là, il est important d'intervenir le plus tôt possible. Et donc, si on connaissait d'une part le diagnostic, mais aussi l'épaisseur de Breslow, non pas après l'analyse histologique, mais avant, eh bien, on saurait qu'il faut intervenir très vite. On pourrait définir des marges de résection directement à la première intervention et ne pas avoir recours à une deuxième chirurgie. Et enfin, on pourrait décider de repérer, de biopsier ces ganglions sentinelles le plus rapidement possible avant qu'il n'y ait ces métastases. Et c'est dans ce cadre que des technologies innovantes peuvent éventuellement trouver leur place. Et donc, ce que je vais simplement mentionner ici, illustrer, c'est un de ces projets à l'interface de mon laboratoire et des cliniques universitaires Saint-Luc, où on collabore avec les dermatologues et les oncologues, et pour un programme financé par la Fondation contre le cancer qui porte sur ce qu'on appelle la résonance paramagnétique électronique, la RPE. Alors de quoi s'agit-il? C'est une technique de résonance magnétique. Alors celle que vous connaissez probablement, c'est celle qui vous est présentée sur la gauche, c'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Et là, c'est de la résonance magnétique nucléaire. Ce qu'on voit, ce sont les noyaux. En pratique, ce sont les protons de l'eau des tissus qui sont visualisés. Et comme vous le savez sans doute, on doit vous mettre dans un champ magnétique très élevé, on envoie des ondes de radio et on crée une image. Eh bien, la RPE est une technique qui s'y apparente, mais où on va détecter, non pas des noyaux, mais des électrons célibataires. Et donc, ça permet de détecter tout simplement des radicaux libres.
Alors, les conditions physiques sont telles que si on veut appliquer ça chez l'homme, eh bien, on va travailler avec des champs magnétiques beaucoup plus faibles, mais avec des ondes de fréquence plus élevées. En particulier, on utilise des ondes qui sont dans la gamme des ondes GSM. Et en fait, quel est l'intérêt de cette technique? C'est qu'elle permet de détecter de manière totalement sélective la mélanine. En fait, la mélanine, c'est une structure chimique complexe, un polymère, où on va trouver des électrons qui sont célibataires. Et ça permet d'avoir un signal tout à fait sélectif de la mélanine. Et nous avons, au laboratoire, été les premiers à pouvoir montrer qu'il était possible de créer des images de cette mélanine dans des mélanomes, ou dans des modèles, mais également dans, par exemple, des modèles tumoraux avec métastase. Et puis, en raffinant la technique, en utilisant cette fois non pas des éléments animaux, mais des biopsies humaines provenant de l'histologie, on a pu montrer qu'il était possible d'avoir une image RPE qui soit tout à fait superposable à l'image histologique. Et en parallèle de nos travaux, une étude italienne a montré que les signaux étaient tout à fait différents entre ceux d'un mélanome et d'un névus, et que les signaux, toujours pris sur des biopsies humaines, eh bien, étaient plus importants lorsque le mélanome, le Breslow, était plus avancé qu'un bas Breslow. Et donc, c'est dans ce cadre que nous travaillons. Nous avons eu la possibilité au laboratoire d'acquérir un des premiers appareils de RPE clinique. Il y en a 5 actuellement dans le monde, il n'y en a qu'un seul en Europe, il est au sein du labo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que simplement, on va venir placer une petite antenne, la personne est dans un champ magnétique, on place une petite antenne juste à la surface de la peau et de manière totalement non invasive, on va analyser le signal. Et eh bien, on vient juste de terminer une étude clinique sur une centaine de lésions où la lésion était suspecte, nécessitait une résection chirurgicale. Et juste avant la résection, on a posé la question au patient, est-ce que vous voulez, est-ce que vous acceptez de participer à cette étude ? Et donc, il y avait un certain nombre de mélanomes, à peu près un tiers dans les cas qui ont été visualisés. Alors, je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails de la technologie telle que nous l'avons mise au point, mais simplement, un des résultats parmi les plus intéressants, c'est cette différence très hautement significative entre les signaux enregistrés dans les cas de mélanome par rapport à des névis. Au niveau du Breslow, là, on est resté un peu sur notre faim, il y avait une tendance, mais non significative. Ça veut dire qu'on ne va pas arrêter là. Il y a déjà toute une mise en place qui a été réalisée de manière à optimiser les conditions de détection et à pouvoir, dans une nouvelle étude clinique qui va démarrer, comparer à des technologies standards, celles que je vous ai présentées, mais également d'autres technologies telles que la microscopie confocale de réflectance, qui permet en particulier de voir des signaux très importants de la mélanine dans les couches supérieures de l'épiderme. C'est une technique qui est extrêmement sélective par rapport à la mélanine, mais qui est plus difficile en profondeur. Au contraire, la profondeur peut être analysée par des ultrasons, mais ça n'est pas du tout sélectif. Et donc la question qui se pose, c'est quelle technique est la meilleure ou quelle combinaison de techniques pourrait nous aider. Alors, je ne voudrais pas conclure cette partie sans revenir sur les défis éventuels où l'intelligence artificielle pourrait aider. Il faut savoir qu'il y a en effet une explosion des publications dans ce domaine actuellement, mais comme ça vous a été mentionné, il faut se méfier un petit peu de ce qui est proposé à l'état actuel. Évidemment, un des défis, c'est de pouvoir essayer d'aider au diagnostic et de pouvoir renverser un petit peu cette balance entre le nombre d'experts et le nombre de cas. J'ai insisté sur le besoin absolument du diagnostic précoce et on envisage plutôt aussi actuellement comme support d'aide à la décision, mais plutôt un support réellement professionnel où devrait être intégrée non seulement une image
du mélanome à l'œil nu, mais l'intégration de toutes les données historiques des patients, des images aussi, les images dermoscopiques provenant d'autres modalités d'imagerie. Il y a tout le problème des normes de qualité, de standardisation et évidemment un grand besoin de validation à large échelle, ce qui n'existe certainement pas actuellement. Donc en conclusion, bien, on vous a montré que l'augmentation des cancers de la peau, c'était vraiment un défi pour le diagnostic et pour la thérapie. Le message le plus important, plus le mélanome cutané est détecté tôt, plus la chance de guérison est élevée. Il est extrêmement important de prendre en charge très rapidement les mélanomes infiltrants, et c'est une course contre la montre avant que les métastases ne puissent coloniser des organes à distance. Dans ce cadre, des nouvelles technologies sont actuellement à l'étude pour améliorer tant la sensibilité que la spécificité, mais il faudra évidemment valider à très large échelle ces études. Voilà, je termine avec la présentation de l'équipe qui a travaillé sur le sujet. À gauche, les personnes de mon laboratoire, mais également les dermatologues et oncologues des cliniques Saint-Luc. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Gallet. On vous souhaite évidemment plein de succès pour la suite de ces recherches tellement importantes. Alors, ce que l'immunothérapie peut signifier en pratique pour des patients atteints de mélanome, c'est ce dont témoigne un ancien patient, Patrick François. On a diagnostiqué un mélanome à Patrick à l'âge de 32 ans. Il était un jeune père avec un fils de 18 mois seulement et il est heureux aujourd'hui de partager son histoire dans cette petite vidéo. Et finalement, donc, tout l'espoir était remis sur ce traitement d'immunothérapie, mais qui pour moi a vraiment fait des miracles. Puisqu'aujourd'hui, je suis ici grâce à vous, grâce à la recherche, grâce à l'immunothérapie, et finalement sans aucune trace de cancer encore visible. Donc c'est même plus que finalement un traitement. Aujourd'hui, j'ai vraiment même l'espoir de guérison, ce qui est pour moi, lorsque l'on sait qu'il y a 10 ans, il n'existait rien, est un changement gigantesque. Extraordinaire, oui. Oui, c'est un témoignage touchant. Vous pourrez retrouver, à mon avis, plus l'intégralité sur le site de la Fondation. Et voilà, nous sommes maintenant heureux de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir posées, soit avant, soit pendant les différentes présentations. Donc, on va commencer par les questions qui nous ont été envoyées. On a des questions sur les causes, en fait. Je vais m'adresser à vous, Liv. Est-ce qu'il y a d'autres causes que le soleil au développement d'un cancer de la peau ? C'est surtout les rayons UV, mais comme Véronique a mentionné, il y a aussi le fumé pour les spinaux, par exemple. Ça peut être aussi mais des facteurs exogènes. Là, c'est rayons UV, ce qui est très important, donc qui prend la plupart des causes. Principales, avec donc tabagisme comme facteur de risque aggravant, c'est ça? Oui, dans certains types de cancers. D'accord. Et par rapport à l'évolution, j'ai une deuxième question. Est-ce qu'un grain de beauté dégénère très rapidement et à quel rythme peut-il développer des métastases? Le risque d'une lésion, d'une grain de beauté de se développer ou de devenir malin est très très bas. Autrement, on devrait faire une excision préventive pour tous les grains de beauté. Mais là, il y a une dégénérescence, on voit que ça change, que c'est une tache de beauté qui se change, qui grandit, qui devient plus foncée. Et là, ce sont des signes d'alerte où il faut contacter le généraliste ou le spécialiste, le dermato. C'est ça. Et donc être attentive au fameux ABCD qu'on a mentionné dans les différentes présentations. Oui. Alors, on a des questions qui sont relatives aussi au diagnostic. Il y en a une que je vais peut-être vous adresser, professeur Gallet, ici. C'est peut-on diagnostiquer un mélanome avec une prise de sang? La réponse est malheureusement non, pas actuellement, en tout cas. Et il faut juste savoir qu'il y a des recherches sur ce domaine, en particulier avec des micro-ARN circulants ou de l'ADN circulant, parfois des protéines, voire même les cellules elles-mêmes si on pense à un mélanome avancé.
Il y a d'autres études également qui portent sur ce qu'on appelle l'étude de tous les métabolites présents, par exemple, dans le sang, ce qu'on appelle la métabolomique. Et donc là, on utilise des analyses sophistiquées par spectrométrie RMN ou spectrométrie de masse, de manière à voir s'il y a des espèces d'empreintes digitales d'un type de cancer ou un autre. Donc ce n'est pas restrictif au mélanome, ça existe dans d'autres types de cancers. Alors, en ce qui concerne le mélanome et les marqueurs sanguins, je dirais que ces recherches portent actuellement surtout sur la prédiction de la réponse à une thérapie. Donc là, il y a eu des miracles, on l'a évoqué avec l'immunothérapie. Malheureusement, ça ne marche pas chez tout le monde. Et donc ça, c'est une grande question. Peut-on prédire la personne qui risque de répondre à tel ou tel traitement? Donc c'est le principe de la personnalisation de la médecine et d'avoir le meilleur traitement pour un patient individuel. Et donc c'est plus sur cette thématique que ces recherches sont actuellement réalisées. D'accord, merci. J'ai une question également ici sur les facteurs de risque. Et donc quelqu'un se demande si un grattage accidentel d'un névus constitue un facteur de risque. Liv, vous pouvez peut-être répondre? Je peux répondre très court, non. Si ça guérit à un temps normal, comme la peau, si on a une traumatisation, on attend aussi que ça guérit. Si ça guérit à un temps normal, il n'y a pas de problème. Donc, un grain de beauté peut se traumatiser, mais là, il faut laisser le temps de le guérir. Et puis après, ça doit être de nouveau le stade comme ça c'était avant, donc le grain de beauté comme ça a été avant. C'est ça, donc pas d'affolement si on s'égratine à un endroit où il y a un grain de beauté. Si je vois ça à la consultation, on met un bandage, on dit laissez-la comme 2-3 semaines et puis on va l'enlever, on va voir. C'est ça, et analyser l'évolution comme pour n'importe quel autre. D'accord. Véronique, en matière de prévention, est-ce que les vêtements UV sont efficaces? Et peut-être expliquer un peu c'est quoi les vêtements anti-UV, pardon. Est-ce qu'ils sont efficaces? Comment ça fonctionne? Et quelles sont les normes en la matière? Alors la réponse est oui. Oui, ils sont efficaces, ils sont très à la mode. Chez les enfants, l'utilisation augmente. Il y a pas mal de jolies choses en Australie, par exemple, qui est un des pays qui a mis en place le plus rapidement tous ces outils de prévention, puisqu'il y avait une forte population rouquine avec des taches de rousseur et avec un résultat sur les nombres de cancers de la peau qui a fortement régressé. Donc oui, c'est efficace. C'est des tissus qui sont assez spéciaux dans le sens où ils sont tissés de façon serrée et les fibres elles-mêmes ont un pouvoir absorbant par rapport aux UV. Donc oui, ils sont efficaces. Est-ce qu'il faut absolument acheter cela? Non. Se couvrir et se protéger du soleil, ce qu'on a dit, c'est-à-dire l'ombre et la crème suffit en fait. D'accord. Donc on rappelle donc dans l'ordre, d'abord se mettre à l'ombre, deuxièmement porter des vêtements de protection et pas forcément les vêtements anti-UV, et enfin mettre de la crème solaire souvent. Exact. C'est ça, répéter. Et donc, voilà, oui. Est-ce que les crèmes solaires peuvent être dangereuses par contre? Est-ce que, je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Liv, par rapport au... Est-ce qu'il y a différents... Les facteurs négatifs ne sont pas connus des crèmes solaires, tandis que des effets positifs, que ça fait une protection contre les brûlures, mais aussi contre les cancers de peau. Ça, c'est prouvé. Donc, il faut tenir ça en compte, que c'est important. Parfois, il y a des discussions sur les substances qui sont dedans, mais si on met des crèmes nutritives aussi, il y a des substances chimiques qui sont dedans. Donc, il ne faut pas se demander trop les ingrédients. Ils sont là pour, en fait, faire un blocage des rayons UV.
On a deux types de filtres, des filtres minéraux qui mettent une couche sur la peau et des types de filtres chimiques qui entrent un peu la peau et qui peuvent aussi être dans le sang même. Mais c'est pour toutes les choses qu'on applique sur la peau que Est-ce qu'il y en a une plutôt que l'autre que vous recommandez d'utiliser entre la minérale les filtres minéraux sont moins agréables parce qu'ils laissent un peu de résidus de blanc sur la peau, donc ils ne sont pas si cosmétiques et pour certaines personnes, c'est une chose qu'ils ne préfèrent pas. Donc, mais les autres, tous les crèmes solaires qui sont là font leur travail. Si on a le facteur de SPF 30 jusqu'à 50, on est content. Hein? D'accord, oui. Merci. J'ai encore une question, par rapport à l'hérédité. On en a parlé, hein. Les cancers de la peau peuvent-ils être héréditaires? On a dit dans les différentes présentations que s'il y a un antécédent familial, il fallait être plus attentif. Oui, mais c'est important de se souvenir que pour mélanome, il n'y a que 10% de tous les mélanomes qui sont héréditaires, qui sont vraiment dans des familles où il y a plusieurs mélanomes. Ce qu'on voit, ce qui est héréditaire, c'est les facteurs de risque, comme un peau blanc ou un peau clair, avoir beaucoup de névi. Ça, c'est quelque chose qui est héritable. Et donc, en fait, c'est les facteurs de risque qui sont héréditaires. C'est ça. Plutôt que les types de cancers. Là, c'est possible, mais c'est moins fréquent. Oui, c'est plus la génétique alors qui joue à ce moment-là. J'ai une question aussi ici par rapport à des taches brunes sur le visage. Est-ce que les taches brunes sur le visage dues à l'augmentation de la mélanine peuvent évoluer dans un cancer de la peau? C'est une question qui nous a été posée en live par Ginette. Ça dépend de la diagnostic, mais normalement, je crois que on veut dire des lentigo et si on fait ce diagnostic-là de lentigo, normalement, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de risque que ça change dans un cancer de peau. Mais l'étape là, le plus importante, c'est qu'on confirme la diagnose de l'antigo solaire, par exemple, et que si vous avez des doutes concernant une tâche qui est remarquable, que vous demandez à votre généraliste ou à un dermatologue de faire un diagnostic. Ouais. Parce qu'il y a un risque de les confondre oui, éventuel. Parfois il y a un risque de les confondre ou si c'est un petit vilain canard, il faut faire attention. Donc, si vous avez l'impression c'est nouveau, ça change, c'est autre dans les autres les autres lésions, il faut faire attention. C'est ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le soleil, il va partout sur la peau. Et donc, si on a des taches qui apparaissent, etc., elles sont peut-être pas entre parenthèses un vilain canard, mais je pense que ça, vous confirmez, que ça veut quand même représenter qu'il y a une exposition importante au soleil. Ça, c'est vrai. Et que donc, en fait, c'est l'état complet de la personne qu'il faut observer et inspecter pour voir s'il n'y a pas de lésions surajoutées. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que dès qu'on va dans le soleil plus de 15 minutes, on peut avoir déjà des lésions au niveau du matériel génétique des cellules et que le fait d'être bronzé, en fait, c'est déjà une forme de cicatrisation suite à l'agression des UV. Et donc, certaines personnes disent, si vous voulez vraiment être bronzé, utilisez des autobronzants le soir et le matin, mettez votre crème solaire avant d'aller à la plage. Pas trop longtemps et pas aux mauvaises heures, pas aux heures les plus chaudes où le soleil est le plus intense pour éviter les coups de soleil, mais quand même avoir l'air un petit peu comme on aime bien l'être, comme c'est la mode et comme c'est pas sain finalement. Je confirme que s'il y a beaucoup de lentigo, ça reflète en fait qu'on a eu beaucoup de UV cumulatifs pour son type de peau. C'est ça.
Oui, dans les mythes dont Véronique parlait, qu'il y a sur le site de la Fondation, je crois que parmi les questions, il y avait est-ce que le bronzage est un signe de santé? En fait, pas du tout. Non. Au contraire, c'est ça, c'est une réponse à une agression. C'est vrai, sauf si on a un phototype qui est foncé naturellement, constitutionnel. Là, ça, c'est une réflexion de santé. Mais le bronzage ou essayer d'avoir un peau bronzée est en fait pas un signe de santé. Oui, c'est ça, le contraire. Alors, on a parlé des taches brunes. Maintenant, j'ai une question de Laetitia qui demande si les taches blanches sur la peau peuvent être cancéreuses. Des taches blancs sont souvent ou bien des lésions hypopigmentées, des lésions résiduelles d'une inflammation, ou bien ils représentent une autre maladie dermatologique comme le vitiligo. Et là, ces gens aussi n'ont plus de pigments comme des albinos, mais chez les vitiligo, c'est très localisé. Et donc, cette peau n'est pas protégée. Donc, c'est toujours brûlure parce qu'il n'y a pas de blocage avec le mélanine contre les rayons UV. Donc, les albinos, les gens qui ont vitiligo doivent se protéger bien contre le soleil parce qu'ils sont plus vulnérables. Ils n'ont pas de mécanisme de mélanine qui est là pour protéger. C'est ça. Et donc, les taches blanches qui apparaissent comme des pigmentations, est-ce qu'il faut d'autant plus mettre de la crème solaire ou éviter complètement l'exposition sur des zones qui sont... Éviter totalement, ce n'est pas nécessaire, mais il faudra un autre facteur de crème solaire. Oui. C'est ça. Oui. Alors, j'ai justement une question encore ici sur l'immunothérapie. Est-ce qu'elle est une solution pour les personnes atteintes de carcinomes baso- ou spinocellulaires multiples? Donc, l'immunothérapie. L'immunothérapie pour ces cancers est nouveau. Et là, il faudra un consensus d'un bord tumoral multidisciplinaire qu'il n'y a pas des autres options. Pour les basos multiples, si la chirurgie, la radiothérapie n'est pas possible, on a des thérapies ciblées qui sont là pour le baso. Et si ça n'est pas bien toléré, on peut faire l'étape à l'immunothérapie. Très récemment, donc l'immunothérapie est là pour tous les types de cancers de peau qu'on a discuté, mais surtout pour des stades avancés, des stades disséminés ou des stades où on n'a plus une occasion de faire la chirurgie et la radiothérapie. Mm-hmm. J'avais une deuxième question ici sur l'immunothérapie, mais voilà, qu'en est-il de l'immunothérapie et quel recul on a aujourd'hui vis-à-vis du traitement? Est-ce qu'on a un recul suffisant pour... est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ça ou... C'est comme professeur Gallet a dit que c'est une thérapie formidable, mais malheureusement, il y a encore moins de 50% de gens qui n'ont pas de réponse. Et puis, il y a une très petite partie qui fait une réponse complète, comme on a vu avec le témoin. Donc, c'est une thérapie très promettante, mais on voudrait encore élever les chances que toutes les personnes peuvent en profiter qui ont besoin. C'est ça. D'accord. J'ai encore ici deux petites questions. J'en ai une qui est venue sur le chat de Marie, donc qui demande quelles sont les conséquences, je ne suis pas sûre de bien lire, quelles sont les conséquences de la maladie de Bowen? Un Bowen, c'est en fait un spino qui est dans le stade tout débutant, qui n'a pas encore invadé dans la derme, donc il n'y a pas d'épaisseur, c'est en fait un carcinome in situ, comme on dit. Donc avec une excision, normalement, il y a une guérison complète. C'est ça. Donc. Et ma dernière question, c'est une question de recherche que je vais adresser au professeur Gallet ici. Est-ce qu'il est réaliste de faire passer un examen de résonance magnétique pour toutes les lésions suspectes? Certainement pas.
Donc ici on est, donc les recherches que je vous ai montrées, on est dans la preuve de concept. Donc il y a un long chemin, mais si ça fonctionne, l'idée qui est derrière, c'est réellement, vous avez vu, on utilise des champs magnétiques extrêmement faibles avec des ondes GSM, c'est très simple d'envoyer ce genre de choses. Donc l'idée serait vraiment de miniaturiser le système pour en faire un système tout à fait portable et qui vous donne eh bien, un signal, voire une image, c'est ce qu'on veut arriver à faire, de la profondeur de la mélanine dans la peau. Donc, mais on en est loin, hein, c'est un long processus, il faut d'abord bien valider la technique, mais j'ai en tête des collègues dans des collaborations internationales avec des ingénieurs japonais, américains et polonais où on a déjà discuté de ces possibilités pour le futur. Eux attendent de nos études actuelles de la démonstration que ça fonctionne avant de réellement se lancer dans une technologie de miniaturisation. Donc, ce n'est pas passer une IRM pour tout le monde, certainement pas, ça c'est pas possible, ouais. Mais c'est le très long terme serait celui-là. C'est la suite, c'est l'évolution. Ouais. Voilà. Ben, on arrive au terme de ce webinaire. Je vous remercie vraiment pour vos différentes interventions. Elles étaient extrêmement intéressantes et enrichissantes. Je pense que chacun a pu apprendre beaucoup de vos interventions. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours revenir vers nous, comme on a dit, via Cancer Info, dont le numéro s'affiche. N'hésitez pas à téléphoner, à poser vos questions. Et surtout, vous pouvez aussi revoir ce webinaire via notre site. Et vous pouvez voir également les précédents et on espère vous accueillir dans les futurs. En tout cas, merci pour votre attention et prenez soin de vous. Bonne soirée.